Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on entend ou pas? Oui, ok, très bien. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence. Ok. Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence des Amphis 2022 sur le thème des Gilets jaunes peuvent-ils revenir, avec 4 intervenants et intervenantes à cette table que je vais présenter. Donc d'abord Pierre Blavier, qui est sociologue et qui est auteur d'un ouvrage sur les Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints aux presses universitaires de France. Alma Dufour, qui est une nouvelle députée LFI NUPES de la Seine-Maritime et qui est membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Maxime Kijou, qui est également sociologue et qui a travaillé sur les liens entre le syndicalisme et les Gilets jaunes. Et enfin, Sophie Ivry, qui est une écrivaine et autrice d'un livre sur 5 mains arrachées. Et je laisse du coup la parole à Alma pour initier cette conférence. Merci. Bon, ça va, vous m'entendez bien là? Ouais, plus ou moins? Ok. Merci à tous d'être venus assez nombreux, je vois. Et ça me fait très plaisir parce que ça montre, je pense, ça fait partie des choses qui révèlent à quel point les Gilets jaunes ont été un mouvement absolument fondateur de notre histoire politique contemporaine et sont toujours, en tout cas dans le symbole, quelque chose d'absolument fondamental et qui a énormément marqué à la fois les militants de gauche, évidemment, mais aussi nos oppositions, y compris La République En Marche, et surtout La République En Marche. Et si vous voyez leur tête à chaque fois qu'on évoque les Gilets jaunes ou qu'on en parle, c'est épidermique. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de l'ordre de quelque chose qu'on avait perdu pendant longtemps, c'est-à-dire d'un vrai rapport de force et d'une vraie peur de ce que pouvait faire le peuple quand il est en colère. On n'entend pas? Ah mince, derrière... Ouais, mais je sais pas, c'est compliqué hein, de hurler plus. C'est l'ampli. Est-ce que quelqu'un peut augmenter le son de l'ampli? Est-ce que c'est mieux là? Ah oui, ok. Ouais, c'est mieux, mais moi je l'entends. Donc à quel point ce mouvement est absolument fondateur et à quel point je pense qu'il s'est... Bon, déjà, quand il s'est passé, il a inspiré le monde entier. Et c'est quand même incroyable de voir qu'on parlait des Gilets jaunes sur vraiment toute la planète. Et moi, je suis argentine en partie. Et c'est marrant parce que jusque là-bas, même, on me parlait des Gilets jaunes. Voilà, la première chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivée sur le sol argentin, c'était qu'est-ce que c'est que ces Gilets jaunes? Comment ça se passe? Ça fait peur ou pas? Enfin, c'était assez, à la fois positif et à la fois assez effrayé comme ça. C'était intéressant. Mais bref. Tout ça pour dire que je pense qu'au moment où ça s'est passé, ça a secoué le monde entier. Et je pense que ce qui s'est passé, même si évidemment le mouvement ne se manifeste plus dans des manifestations et dans les actes, même si le mouvement a été extrêmement réprimé, et je reviendrai un peu là-dessus, en fait, on ne revient pas en arrière d'un mouvement comme ça et sur la politisation que ça a généré à vitesse grand V chez des gens qui, en tout cas, de leurs propres mots, ne l'étaient pas. Et je laisserai mes camarades s'exprimer plus là-dessus, parce que voilà, moi, je peux juste parler aussi de mon expérience personnelle. J'ai été gilet jaune. Alors j'ai et pendant quasiment un an, je me suis joint au mouvement. Pas au tout début, pas en novembre. J'étais pas gilet jaune de la première heure. Force de constater, moi, je vivais à Paris. Mes conditions sociales n'étaient pas exactement les mêmes que celles des gilets jaunes des ronds-points, que celles de mon suppléant Olivier Bruno, par exemple, qui était porte-parole du rond-point des Vaches et qui est aujourd'hui donc mon suppléant. Et on a décidé de faire la candidature aux législatives ensemble pour symboliser justement cette alliance entre l'écologie et les Gilets jaunes, parce que moi j'étais aussi militante pour le climat, donc j'y suis allée vraiment par envie politique de rencontrer les Gilets jaunes, pas par sentiment d'abord de précarité extrême et de déclassement et de vie en périphérie, et aussi parce que les Gilets jaunes sont commencés sur une question écologique, sur la question en tout cas présentée comme écologique par le gouvernement, la question de la taxation sur le carbone, et que pour moi il me semblait absolument essentiel de ne pas laisser le gouvernement opposer les classes populaires et l'écologie comme il était en train de le faire. Donc c'était une volonté d'y participer, sauf qu'en fait de cette volonté un peu politique
de se faire des alliés. Je suis devenue gilet jaune pure et dure et présente à tous les samedis parce que d'un coup j'y ai cru, quoi. J'ai cru à cette révolution potentielle et comme tous les gilets jaunes, voilà, j'ai extrêmement souffert de la répression policière. Voilà, et du coup, voilà, j'ai été victime de violences policières à 2 reprises. On m'a tiré dessus à coups de flashball et ça a été le moment aussi déterminant dans mon engagement politique à passer le cap vers la politique partisane. Justement parce que je me suis dit qu'un pays qui était capable de faire ça à sa population, à ses mouvements sociaux, était en train de sombrer dans une très grande dérive autoritaire et qu'il fallait à tout prix prendre tous les leviers qu'on avait en main, y compris les leviers électoraux, pour essayer de réinfléchir le cours des choses avant qu'il soit trop tard. Donc pour moi, ça a été vraiment le moment le plus crucial de ma vie. Voilà, je voulais le partager avec vous. Et je me suis aussi beaucoup retrouvée dans la France insoumise quand il a fallu faire un choix. J'avais toujours été très à gauche, mais j'étais pas encartée. Et voilà. Et quand on est loin de la politique partisane, on se pose toutes des questions comme tout un chacun. Est-ce que pour qui on va voter? On réfléchit. On n'est pas forcément dans une histoire partisane de longue date. Voilà, on se comporte comme un électeur classique. Mais pour moi, ça a été une évidence que c'était du côté de la France insoumise pour plusieurs raisons, mais notamment celle-ci, le soutien aux Gilets jaunes, la reconnaissance très rapide en fait de l'importance de ce mouvement et surtout la fermeté sur la question des violences policières, alors que c'est vraiment pas un sujet simple dans l'opinion publique, dans les médias, et c'est un sujet sur lequel on n'a jamais baissé les yeux et jamais transigé. Et pour moi, c'est ça la gauche aussi. Et j'étais extrêmement fière et c'est ce qui m'a, à titre personnel, vraiment décidé au fond. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter plus ma vie, mais je voulais quand même partager cette expérience avec vous, parce que je sais que nombre d'entre vous sûrement la partagent aussi. Et je vais laisser la parole aux intervenants et peut-être dire une dernière chose sur le nom de cet atelier qui est Peuvent-ils revenir? C'est une question, donc je pense que si on se pose la question, c'est qu'on en a envie en fait. C'est pas, la LREM pourrait faire cette table ronde en disant peuvent-ils revenir au secours? Non, mais moi je pense que si on dit ça, c'est qu'on a besoin qu'un mouvement social fort, capable de faire rapport de force avec le gouvernement et les élites économiques, médiatiques aussi et politiques reviennent. Pourquoi? Parce que comme vous le savez déjà, de toute manière, il n'y a pas de force politique de gauche, même qui gagne les élections, qui puisse faire les changements aussi radicaux que l'on veut faire sans un soutien massif de la population. Ça, c'est une première chose. Mais par ailleurs, nous n'avons pas, comme vous le savez, la majorité à l'Assemblée nationale. Néanmoins, le contexte est particulier. Ils ont une majorité toute relative. En fait, ils sont en minorité. Et je pense et je suis convaincue que le rapport social et le rapport de force dans la rue peut faire céder des digues en fait en ce moment, et surtout à l'époque où les ingrédients qui étaient déjà présents pendant la crise des Gilets jaunes n'ont fait qu'empirer en fait, notamment sur la question du pouvoir d'achat, la question du prix des carburants, la question du prix de l'énergie. Là, on se dirige vers une situation absolument apocalyptique. Sur la question de la défiance démocratique, l'abstention n'a pas reculé malgré tous nos efforts. Elle a malheureusement un peu augmenté. Et donc, en fait, on est exactement dans la même situation, mais en pire, avec une crise de long terme structurelle écologique qui s'annonce. Est-ce qu'on pourra... ouais, plutôt comme ça. Désolée, parce que si on commence à faire les échanges maintenant, ils ne pourront pas parler. Mais donc, voilà. Donc, c'est, pour moi... Donc tous les ingrédients matériels sont réunis, on en a besoin. Néanmoins, se pose aussi l'ingrédient aussi essentiel dans ce genre de mouvement, c'est l'ingrédient psychologique. Et est-ce que justement après le trauma de tout l'exercice de la force brutale de l'État policier sur la population, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Parce que les mouvements laissent des traumas plus forts. Et que je sais que nombreuses personnes en fait ont peur de repartir dans des mouvements sociaux confrontatifs avec l'État pour ces raisons-là. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'est toi qui commençais ou c'est... Ouais. Très bien, merci Alma. Donc bonjour à toutes et tous. Merci à la LFI pour l'invitation aujourd'hui. Je l'ai compris comme une invitation à discuter, hein, donc je vais vous présenter quelques éléments et puis après il y aura un temps de discussion après que les autres intervenants soient intervenus.
vous dire d'emblée la grande modestie au moment de parler des Gilets jaunes. Je crois que c'est un mouvement qui a beaucoup surpris, qui a surpris les dirigeants politiques en place, qui a surpris les journalistes, qui a surpris les chercheurs en sciences sociales. Et donc il me semble que d'emblée on peut dire, en tout cas moi en chercheur en sciences sociales, je m'exprime vraiment de ce point de vue aujourd'hui, vous dire qu'on s'exprime avec une grande modestie, notamment face aux différentes expériences que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont pu avoir du mouvement. Et donc je crois que chaque intervenant ici, intervenante, vous présentera une facette du mouvement. Et vous voyez bien que c'est inévitable qu'on laisse certains aspects de côté. Alors, ce qui était très difficile, il me semble, pour les Gilets jaunes, du point de vue des sciences sociales, c'est que c'était d'abord un mouvement national disséminé sur tout le territoire métropolitain. Donc qui était vraiment pas propre à une région, mais qui était vraiment national. Et le gros paradoxe, c'est que c'est un mouvement qui était tenu, ouvertement soutenu par aucune organisation, qu'elle soit partisane, syndicale ou associative. Or, pour beaucoup de mouvements sociaux, quand il y a des mouvements sociaux, par exemple un mouvement de grève, vous avez un syndicat qui appelle à la grève, par exemple, et là, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est quelque chose de très déstabilisant. Alors, dans l'ouvrage que j'ai publié, qui s'appelle Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints, qui est ici, sur lequel je m'appuie pour vous parler aujourd'hui, j'essaye d'aborder deux énigmes que pose, selon moi, le mouvement des Gilets jaunes et que je vais successivement vous présenter. La première énigme que j'ai trouvée en travaillant là-dessus, c'est que si on accepte l'idée que ce mouvement a été investi par ce qu'on appelle les classes populaires, je passe ici un peu sur la question de la définition des classes populaires, mais si on accepte cette idée, comment expliquer que ces classes populaires se soient soudainement mobilisées, alors que par ailleurs on avait des tonnes de travaux, notamment en sciences politiques, qui montrent une distance, un manque d'engagement et un sentiment d'incompétence, ça ne veut pas dire une incompétence, mais un sentiment d'incompétence de ces classes populaires. Comment expliquer que celles-ci, si elles sont si loin de la politique, à distance de la politique, notamment la politique la plus institutionnelle, d'un coup se soient mobilisées ? Il me semble que ça, c'est vraiment une énigme très forte que posait le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Et je vais essayer de vous montrer comment j'essaye de répondre à cette première énigme, à cette première intrigue. Alors, je m'appuie sur un travail d'enquête sur lequel je passe rapidement ici, mais qui m'a conduit en fait à aller sur les ronds-points. Et ce, dès le début du mouvement, donc dès le 17 novembre 2018, donc dès le tout début, à 7 h du matin. Et j'imagine que certains et certaines d'entre vous ont eu l'expérience, mais c'est incroyable. Ce qui se passait, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi, dans ma ville, on est arrivé le matin à 7 h en face de la préfecture et on a bloqué le pont de cette ville, qui est une sous-préfecture. Et le pont de la ville était bouclé, empêchant les automobilistes de passer. Et alors là, c'est mis en place que moi, j'essaye de décrire dans le livre comme une épreuve de légitimité, mais qui a quelque chose de vraiment incroyable. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attaque à ce droit ancestral pratiquement, enfin, pas ancestral justement, mais lié à la Révolution française, qu'est la liberté de circulation. Et là, vous avez une partie de la population qui entrave ça en mettant en place des barrages et concrètement des blocages routiers que vous avez dû rencontrer. Et alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est que si vous et moi ici, on essayait de mettre en place ces barrages, je ne crois pas qu'on y arriverait aussi bien. C'est-à-dire que là se met en œuvre une compétence, ou plus exactement des compétences de la part des personnes présentes qui, moi, m'ont sidéré. Donc ils arrivent sur le rond-point ou sur le pont. Alors, déjà, ils commencent à faire des gestes, ils commencent à baliser la route. Il y en a d'autres qui ramènent des barrières en disant « Attendez, je suis ouvrier de la logistique, il ne faut surtout pas se mettre en travers d'une voiture, il vaut mieux mettre une barrière entre la voiture et vous. » Et donc, il y a une espèce d'organisation comme ça très impressionnante, enfin, qui me semble appelle une description pour, comme ils disent, filtrer la circulation. Et donc, vous avez ces personnes, pas du tout paniquées, qui s'installent sur ces ronds-points, qui ont des raisonnements tactiques, mais alors vraiment tactiques, c'est-à-dire c'est mieux de bloquer ce rond-point-là plutôt que celui-là, parce qu'il y a plus de passages, donc on va aller dans celui-là plutôt qu'un autre. Et donc vous avez cette espèce de centralité, de connaissance pratiquement intime de la route de la part des participants qui fait que ces blocages se mettent en place. Et qui sont source de jubilation, c'est-à-dire que là on a à cœur d'exercer éventuellement l'arbitraire du pouvoir. Toi tu passes, mais toi attends, on va stopper, tu vas passer dans 3 minutes. Et cette jubilation en particulier pour les cadres à qui on a à cœur d'en rabattre. Et donc vous avez comme ça, en fait, ces ronds-points qui se mettent en place et que j'analyse, enfin c'est l'interprétation que je propose dans le livre, comme des réceptacles
de culture populaire, mais qui basculent dans le monde politique avec cette épreuve de légitimité. Et ça, c'est vraiment un message très fort, je crois, pour toutes les forces politiques en présence, c'est qu'il faut, pour impliquer ces franges de la population, leur fournir des configurations, des dispositifs, on va dire, qui permettent qu'ils s'investissent dans ce type de mobilisation, qui a priori paraît très lointaine. Si vous passez sur les ronds-points, comme endroit inhospitalier en France, les ronds-points, moi je les mets assez haut dans mon classement, et pourtant s'y est déroulée une vie sociale, une mise en place de culture populaire très forte, avec par exemple la culture sportive, la culture festive aussi, avec la danse country, les barnums, le barbecue, le sound system, et tout ça se met en place assez rapidement. Et donc vous avez ce que j'appelle un peu pompeusement dans le livre une politisation in situ, parce que non seulement les gilets jaunes s'installent sur les ronds-points, mais ils échangent avec les automobilistes. Et alors là, ils les politisent en disant « Regardez la situation de la société française, c'est quand même inadmissible ». Et alors là, encore un truc incroyable, c'est que comme ces ronds-points étaient proches la plupart du temps de l'endroit où les gens habitaient, souvent c'est des voisins ou des connaissances. Donc hop, la politique elle se met en place, il y a un échange qui se fait. Pendant ce temps-là, la police elle arrive en disant mais il faudrait libérer le passage. Les gilets jaunes disent attendez parce qu'on est en train de discuter, il se fait qu'il y a eu un accident, etc. Et donc vous avez tout ça qui se met en place en prise avec les rythmes sociaux et le voisinage. Et donc voilà, moi, ce que j'ai essayé de développer dans mon travail, c'est cette idée-là de dire, dans les 2 premiers mois, à tout le moins des Gilets jaunes, donc jusqu'à leur expulsion pour beaucoup d'entre eux, même si pas tous, à la mi-janvier, vous avez là une vie sociale et, disons-le, politique incroyable qui se met en place. C'est-à-dire que les Gilets jaunes sont un moteur d'intégration à la politique, éventuellement la plus institutionnelle, vraiment très importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un écho entre ce qu'on appellerait en sociologie les propriétés sociales des Gilets jaunes, je vais y venir dans un instant, et leurs compétences, leur savoir-faire, en fait, assez important, qu'ils peuvent déployer. Alors, dans les Gilets jaunes, vous aviez beaucoup de chauffeurs et chauffeuses. Vous aviez des ouvriers qualifiés, très présents, ouvriers qualifiés et non qualifiés de l'industrie, notamment, j'inclus là-dedans les mécaniciens, très présents. Vous avez aussi les professionnels de la santé, professionnels de la santé et services à domicile. Et vous voyez que tous ces milieux sociaux, ces milieux socio-professionnels sont en fait reliés par la route. Ce sont les mondes de la route. Donc voilà comment j'essaye de poser et de répondre à cette énigme, d'entrer dans la politique des Gilets jaunes, de politisation, comme on dirait en sciences politiques, de franges de la population française. Et ça, c'est difficile à mesurer dans le temps. Des travaux sont encore en cours, mais je pense que ça va avoir des effets. Parce qu'en fait, ça a montré aussi que la politique était accessible, qu'on pouvait jouer au jeu du chat et de la souris avec le gouvernement, etc., etc. Donc ça, je crois que ça a eu un effet vraiment très important pour évoquer la question que tu posais tout à l'heure, Alma. Alors la deuxième énigme que j'essaye d'aborder dans le livre, c'est la question des budgets de famille. Et autant le dire d'emblée, j'entends ici budget de famille comme l'ensemble des manières monétaires et non monétaires, temporelles et spatiales, donc qui impliquent des dimensions comme le travail, les transports ou tout simplement les goûts, ce que les gens aiment ou n'aiment pas, et tous ces éléments qui permettent, selon l'expression familière, de joindre les deux bouts. C'est ça que j'appelle un budget de famille. C'est quelque chose qu'on connaît toutes et tous ici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une dimension monétaire, mais pas que. Il y a aussi une dimension non monétaire qui est à prendre en compte. Et là, les Gilets jaunes, ils nous ont vraiment envoyé dans le décor, les social scientists, enfin les sociologues et les politistes, parce qu'on n'arrivait pas à situer qui était sur les ronds-points. Alors vous voyez, en sociologie, on a des outils pour décrire la société française, on peut arriver à faire des descriptions, mais là, on n'arrivait pas. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas la grande pauvreté. Alors évidemment, il y avait des personnes très pauvres qui étaient sur les ronds-points, voire des SDF très visibles, bon, effectivement, mais ce n'était pas les franges les plus pauvres de la société française. Quand vous regardez par ailleurs le taux de pauvreté français, selon les indicateurs disponibles, qui sont discutables, etc., vous avez une stabilité. Et donc, d'une certaine manière, on était un peu embêtés parce qu'on voyait bien que ce n'était pas ces franges les plus pauvres. Et on peut se dire que si ça avait été le cas, ça aurait été la révolution, d'une certaine manière. Ça aurait été un mouvement encore plus important. En même temps, on voyait qu'il y avait des traces de précarité, je vais y venir, mais avec, par exemple, peu de cadres présents sur les ronds-points, je l'ai dit, beaucoup les classes populaires. Donc, face à cette ambiguïté, à cette difficulté que je partageais avec les collègues, d'essayer de situer à quoi on a affaire, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait affaire
au bas de la distribution, mais pas au tout en bas, ni évidemment au tout en haut. C'est ce qu'on appellerait ceux qui sont au-dessus du taux de pauvreté, mais qui sont en dessous du médian, en dessous de la zone centrale. Donc je passe rapidement ici sur des discussions techniques qui sont un peu dans le livre, mais on s'est rendu compte qu'on avait affaire à ça. Et donc moi je me suis dit, pour essayer de comprendre comment ces gens vivent, faisons un budget détaillé d'un gilet jaune, que par ailleurs j'avais rencontré sur le rond-point et avec qui j'ai poursuivi l'enquête au fil des mois qui ont suivi, et j'ai essayé de faire son budget. Alors juste une très brève présentation, c'est un ménage, la femme est factrice, lui est mécanicien, gagne 1 700 €, à deux il gagne 2 800 € et qu'elle est au SMIC. Ils ont un enfant de 19 ans qui est encore à la maison, ce qui n'est pas anodin, peut-être j'en dirai un mot, et j'essaye de reconstituer leur budget. Bon, je dis à donc José, la personne avec qui je fais l'enquête, est-ce qu'on peut faire ton budget prévisionnel, c'est-à-dire toutes les dépenses dont tu sais qu'elles vont avoir lieu le mois prochain. On fait ça, on se rend compte que sur les 2 800 €, il leur reste 8%, c'est-à-dire qu'il ne leur reste que 200 €. Alors il me dit ah ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, et il me commande ça en me disant on ne peut pas s'écarter, une formule qui était beaucoup sur les ronds-points. Donc vous voyez que c'est des personnes qui travaillent mais qui en fait ont peu de marge d'ajustement, si on peut dire, pour leurs imprévus, leur épargne, leurs loisirs, qui sont des choses qu'on n'avait pas comptées dans les dépenses prévisionnelles d'un mois à l'autre. Donc c'est vous dire que même pour une population là, qui n'est pas pauvre, vous voyez, ils sont en dehors de la pauvreté, ils sont à 2 800 € à deux. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait là une pression assez contrainte d'un point de vue monétaire. Ensuite, on a attaqué la question de la fiscalité. Je me suis rendu compte qu'il reversait, je ne sais plus, je le dis dans le bouquin, mais à peu près 35% de cette somme qui retourne à l'État. Alors là, il était assez abasourdi. Il me dit, mais en fait, ça correspond quand même à mon sentiment, qui est qu'on te donne d'une main ce qu'on te prend de l'autre. Et ça, c'est une question vraiment très, très épineuse, parce que ça a permis de catégoriser les gilets jaunes, et encore aujourd'hui, la question fiscale, ça les a classés d'emblée à droite, puisqu'ils étaient contre la taxe sur le carburant. Et alors là, j'essaye de faire ces différents impôts. Je me suis rendu compte que l'impôt qui lui coûte le plus cher, c'est le tabac. Puisqu'il se fait qu'ils fument tous les deux, mais ça, c'était pas anodin en fait dans les milieux de gilets jaunes, c'est de dire cette fiscalité, donc qui a une vertu de politique publique, de santé publique, avait vraiment ici une incidence pour les personnes qui n'arrêtent pas de fumer. Et aussi, très important dans les gilets jaunes, je m'en suis rendu compte par exemple quand j'ai consulté les cahiers de doléances qui avaient été mis en place par les maires, puis ensuite par Macron. La première revendication qui sort dans ces cahiers que j'ai pu consulter, c'est l'ISF, c'est la suppression de l'ISF. Donc d'une certaine manière, vous voyez qu'il y a un ras-le-bol fiscal diffus qui est là. Ils disent nous, on est des vaches à lait, il y a un matraquage fiscal, qui est un sentiment qui est juste, mais qui en même temps, dans le même temps, il questionne la progressivité de ces impôts, la redistribution qu'ils permettent ou non. Et là, enjeu très épineux, c'est la comparaison que me fait José avec un budget de SMICAR. Son frère est au SMIC et il m'a dit on va comparer avec le SMICAR. J'ai calculé, et effectivement, le SMICAR, il paye beaucoup moins d'impôts que José. Donc vous voyez que vous avez des enjeux de distribution comme ça qui en fait étaient au cœur des gilets jaunes, et je pense qu'il ne faut vraiment pas les perdre de vue. Je ne veux pas être trop long, je vois que le temps tourne, mais face à cette situation, je dis à José, mais attends, là il y a un problème, on a fait le budget monétaire, en fait tu ne boucles pas, le budget il n'est pas bouclé, parce qu'il reste ce que j'ai indiqué, l'épargne, il me dit qu'il continue d'arriver à épargner, tes loisirs et les imprévus, il me dit notamment les amendes routières. Et en fait je comprends que derrière ce budget se cache ce que José appelle le système D. Et alors le système D, c'est un ensemble de pratiques qui sont en fait assez répandues dans ces milieux et qui vont des réparations, de l'entretien de sa propre maison, à faire du bois de chauffage, ce qui est plus que jamais d'actualité, à faire des réparations mécaniques, on répare soi-même sa voiture, ou on répare les voitures des autres, et à faire des petits chantiers dans son entourage, par exemple poser un portail, ou bien faire du jardinage chez des voisins, souvent en échange de services. Et donc, comme ça, je me suis rendu compte que vous avez tout ce système D, en fait, qui existe et qui permet à ces franges de la société de survivre d'une certaine manière, ou en tout cas d'arrondir les fins de mois, mais de les arrondir assez conséquemment. Et ce qui se passe actuellement, c'est que ce système D, là je l'ai décrit vraiment trop vite d'une certaine manière, est aujourd'hui remis en cause. Alors par quoi il est remis en cause? Vous voyez que c'est pas facile. Il est remis en cause pour des questions physiques. Parce que les gilets jaunes, si vous les avez rencontrés, c'est des gens qui sont fatigués,
Ils sont fatigués, notamment parce qu'ils font des heures sup, parce qu'ils ont travaillé en intérim où il faut se défoncer, etc. Et donc en fait, il y en avait beaucoup aussi qui étaient en accident de travail, pérenne. Hein. Donc ils se heurtent à des problèmes physiques assez importants. Ils se heurtent à des problèmes d'emploi du temps très forts qui font qu'en fait, ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils finissent, José il finit à 15h le vendredi, il file faire du bois de chauffage le vendredi après-midi, puis de nouveau le samedi, qui vend à des voisins. Et il me dit le dimanche, on fait la tournée, après le repas de famille, la sieste, et puis le lundi matin, on reprend le boulot. En fait, c'est des existences qui sont hyper chargées. Je m'en suis rendu compte en faisant leur emploi du temps. Et ça pose des gros problèmes de fatigue, mais aussi des problèmes de couple. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on n'est pas à la maison, ça crée des tensions, etc. Et notamment lorsqu'il faut s'occuper, par exemple, des enfants ou lorsqu'il faut s'occuper de la dépendance. C'est-à-dire que beaucoup de gilets jaunes, par exemple, ont un parent dépendant hein, qu'ils n'envoient pas en EHPAD parce que c'est trop cher et qui, du coup, doivent le garder. Ça pose aussi des problèmes techniques que moi j'avais sous-estimés, mais par exemple l'électronisation des véhicules, c'est un drame d'une certaine manière pour les gilets jaunes. Moi j'avais vu ça d'assez loin, mais en fait c'est assez décisif. Pourquoi ? Parce que ça remet en cause, une fois de plus, un savoir-faire, une manière de faire populaire, hein, puisqu'il n'est plus possible de réparer soi-même son véhicule, ou en tout cas beaucoup plus difficile. Et de même pour le durcissement du contrôle technique, et là pour le coup je pense que le gouvernement ne s'y est pas trompé, en reculant, si vous avez pu l'entendre, au moment des gilets jaunes sur le contrôle technique, qu'ils ont remis 6 mois plus tard, mais qu'ils ont continué à durcir, hein, sachant que ça fait écho à plusieurs décennies, au-delà de Macron, de durcissement du contrôle technique. Et puis, dernière chose, je finirai là-dessus, c'est la centralité des politiques publiques. C'est-à-dire qu'assez rapidement, là, vous avez une politisation des politiques publiques, notamment sur l'automobile. Les gilets jaunes, c'est des gens qui sont vraiment touchés de plein fouet par exemple, des réformes comme les contrôles de vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de contrôle de vitesse, mais les radars, par exemple, ça c'était vraiment un sujet de conversation assez important sur les ronds-points, les suspensions de permis, le durcissement du contrôle technique, je l'ai dit. Et puis aussi, un truc qui est incroyable, c'est la délégation au privé des autoroutes, hein, qui donnent lieu à des lectures parfois complotistes. Alors, pour essayer de synthétiser ça, première chose, vous voyez que c'est assez dur, c'est assez difficile. Alors dans le livre, je le démêle mieux que là en direct, mais c'est assez difficile. Pourquoi ? Parce que ça tient des dimensions qui sont, vous le voyez, assez complexes. Dans les budgets de famille se nouent des choses qui ont fait l'objet de plusieurs thèses de doctorat et qui sont des spécialités de collègues. Donc c'est pas facile de tenir ensemble tout ça. Pour moi, les gilets jaunes, c'est en fait un nœud budgétaire qui est en train aujourd'hui d'exploser, hein, avec une diversité de contraintes monétaires, mais aussi contraintes dans l'organisation de la vie quotidienne. Donc voilà ce que j'essaye de développer comme thèse pour comprendre ces budgets de famille de gilets jaunes. Donc les gilets jaunes, il y a des questions de pauvreté brutale, on va dire, sur le bas de distribution, mais ça tient aussi peut-être moins aux revenus qu'aux efforts qui sont nécessaires pour les acquérir et au pouvoir d'achat que cela permet. Pour ce qui est du débouché politique de ces revendications, mais qui, vous le voyez, sont assez difficiles à capter par LFI, mais aussi par les autres partis, c'est assez difficile. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment composite, ça demande vraiment à être décrit, et donc du coup, c'est des dossiers qui deviennent assez rapidement techniques et qui ne sont pas tout à fait faciles. Mais il me semble qu'il y a un enjeu quand même à offrir un débouché pour ce type de revendications, ce type de contraintes sur les budgets de famille. Voilà, j'ai été un peu trop long, je m'excuse auprès des autres intervenants, mais voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Alors moi je suis Sophie Divry, j'ai écrit un livre qui s'appelle 5 mains coupées. Merci à la LFI pour l'invitation que j'ai vue moi plus comme un témoignage. Donc je ne suis pas conférencière, je ne suis pas universitaire, je suis romancière. Donc je vais vous raconter un peu mon livre, pas pour le vendre, ça j'en ai rien à fiche, mais parce que c'est juste ce dont je peux témoigner. Moi je vis à Lyon, donc j'ai été une fois ou deux avec les copains de la France Insoumise à un rond-point, enfin un rond-point non, un péage d'autoroute, et j'ai fait quelques manifs de centre-ville, mais moi dès qu'il y a des lacrymos, je me casse. Mais moi je suis romancière, j'ai fait de la fiction. Mais quand est arrivée la répression très très vite, la répression policière, j'ai voulu faire quelque chose. Et donc c'est ce dont je vais témoigner aujourd'hui. J'ai fait un livre qui s'appelle 5 mains coupées, dont le but était de recueillir un seul texte que j'ai monté
un seul texte, un peu de théâtre en quelque sorte, même si ce n'était pas le but. Les témoignages de 5 victimes, 5 garçons qui ont eu la main arrachée par une grenade Gli F4, entre l'acte 3 et l'acte 10, je ne sais plus exactement maintenant. Et donc je me suis dit comme beaucoup d'entre nous, que c'était inacceptable et que c'était même incroyable. Voilà. Qu'en fait on ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Mais c'était l'effet qu'on avait aussi tous les samedis. En fait, tous les samedis, c'était fou, quoi. Une fois, il y avait un Fenwick qui rentrait dans une porte de ministère. C'était vraiment dingue. Mais bon, on entendait qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait arracher une main, et moi, je trouvais ça hallucinant. Et une des vertus de la littérature, c'est pouvoir s'arrêter très longtemps sur quelque chose. Bon, c'est ce que fait Nathalie Sarraute, mais sur d'autres sujets. Et du coup, moi, je me suis dit, on va s'arrêter là-dessus. Et j'ai senti aussi que ces 5 hommes allaient dire quelque chose qui, au fond, ce qui nous arrive à nous tous. Ce qui nous arrive à nous tous, c'est la dérive autoritaire d'un pouvoir et la répression. Et cette répression qui, en effet, n'a pas été prise en compte avant quelques semaines, un peu en décalage. Je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis pas David Dufresne, vous le voyez bien. Donc je ne suis pas même membre des Mutilés pour l'exemple ou de Désarmons-les, des 2 associations qui font énormément de choses formidables, notamment Désarmons-les, qui classe toutes les armes qu'a la police pour nous opprimer et nous réprimer. Donc j'ai rencontré, ils ont accepté tous les 5 en 6 mois, les 5 victimes. Le plus jeune, il s'appelle Gabriel, il vivait près du Mans. Il est allé avec sa mère et ses cousins, son frère, sa sœur, manifester à Paris, parce que c'est à Paris que ça se passe. Il était apprenti chaudronnier, compagnon du devoir. Vraiment ce qu'on appelle la classe populaire stabilisée, vraiment l'élite ouvrière en quelque sorte. À 21 ans, alors lui c'est vraiment dramatique, sa vie, c'est 5 vies brisées. Hein. On n'est pas chaudronnier avec une seule main. Donc il était à la manif à Paris, à le fameux, le 1er décembre. Voilà. Au 16e arrondissement, et il n'a rien compris. Quelque chose lui est tombé dessus. C'est tombé aussi d'ailleurs sur les autres, sa famille autour. Et lui a subi 25 opérations chirurgicales. C'était très difficile de rencontrer. C'est un que j'ai rencontré en dernier. C'est beaucoup sa mère qui, depuis 2 ans, d'ailleurs, ne passe que son temps à ça. L'opération, la justice. Lui est quelqu'un d'un peu taiseux, comme on peut l'être dans ce genre de milieu. Il ne comprend pas trop ce qui s'est passé. En réalité. Il commence à aller mieux maintenant. Alors il n'a pas le droit à la prothèse, lui, parce qu'il lui reste un doigt et demi. Voilà. Mais à terme, il lui reste quand même un doigt et demi. C'était vraiment dur avec Gabriel. C'était vraiment un jeune homme dont la vie a été bouleversée et qui n'avait pas demandé tout ça. Alors, il suivait un peu le mouvement. Hein. On y va parce que maman a dit qu'il fallait y aller. Et tous ceux que j'ai rencontrés, donc après j'ai rencontré, enfin ça c'était le dernier que j'ai rencontré d'ailleurs. Le premier que j'ai rencontré c'est Antoine Boudinet, je peux dire son nom parce que lui était militant chez Philippe Poutou, là, excuse-moi. Là. Voilà, il faut surtout pas, en plus il faut mieux dire NPA. Et il a été élu après conseiller municipal de Bordeaux, ça j'ai trouvé ça extraordinaire, une ville comme Bordeaux, où il arrive avec son moignon là. Au conseil municipal dans une grande ville bourgeoise quand même qui a basculé politiquement. Antoine Boudinet, lui, était très politisé, 27 ans, éducateur de jeunes enfants. Comme Gabriel et comme beaucoup, c'était sa première manif depuis 10 ans. Il était d'abord pour le climat et il savait que ça allait converger. Voilà. Antoine a eu la main arrachée une semaine avant Frédéric, sur la même place Péberlan à Bordeaux. Bordeaux qui était à l'époque dirigé par monsieur le préfet Didier Lallemand. Voilà, oui, tout à fait. Une semaine après, Antoine, lui, très politisé, il comprend très bien ce qui lui arrive, qu'il est victime de violences policières. Il a rebondi assez vite et il a vite politisé ce qui lui arrivait. Il a co-créé avec quelqu'un qui s'était déjà fait arracher un pied ou une main, désolé, je ne me rappelle plus, à Notre-Dame-des-Landes, les mutilés pour l'exemple. Et il a continué le combat. Donc c'est lui qui m'a aidé à rencontrer les autres. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable avec beaucoup de ressorts. À côté quand j'étais à Bordeaux, du coup, j'ai rencontré Frédéric. Alors Frédéric, oui, c'est le roi de la débrouille aussi du système D, comme vient de dire Pierre. 35 ans, père de 2 enfants. C'était très dur pour lui, en tant que père, d'être diminué. De toute façon, tous en tant qu'homme, d'être diminué, c'est difficile, notamment de ne plus pouvoir faire leur métier. Ils ont tous changé de métier depuis. Frédéric était l'amaneur. Ce n'est pas un docker, c'est celui qui amarre les bateaux au port de Bordeaux. Donc on tire sur des câbles, enfin des câbles... Il ne faut pas dire des cordes, donc je ne sais plus ce qu'il faut dire pour les bateaux, mais il tire sur des câbles toute la journée, par vent, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, il est sur un bateau et il amarre des énormes
voilà, des cordages. Voilà. Lui, voilà, c'est vraiment aussi quelqu'un de la classe ouvrière qui, pareil, n'était pas très politisé avant et qui m'a reçu chez lui très gentiment, quelqu'un de très doux, dont la vie a quand même basculé. Et lui, comme tous les autres, il s'est agrégé au mouvement des Gilets jaunes, mais à la base, il s'est dit, moi, à la base, j'y étais pas. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on dit les Gilets jaunes, personne ne me dit, moi, j'y étais dès le début. Tout le monde dit, non, mais à la base, j'y étais pas. Et au fur et à mesure, je me suis fait agréger. Et c'est une des choses les plus belles que j'ai entendues dans leurs 5 témoignages. C'est qu'ils disaient à quel point, en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé que ça me concernait. Au début, je trouvais que c'était trop ci ou trop ça. Et finalement, ça me concerne. Et ça, c'est une des choses les plus belles dans un mouvement social, c'est qu'on se sent concerné. Et on se projette dans l'autre. Et on fait des ponts. Voilà. C'est le drame de tout ça. Donc lui, il a eu une seule opération, et donc il a eu sa prothèse après, enfin j'y reviendrai. Mais évidemment, il a perdu son travail, même s'il était très aidé par son milieu professionnel qui voulait l'aider à reprendre. Ensuite, pour finir, il y avait Sébastien, plombier d'Argenteuil, vraiment le gars d'Argenteuil, très très sympa. Évidemment, il n'est plus plombier aujourd'hui. Lui, c'est lui qui a perdu sa main devant l'Assemblée nationale. Moi, ça m'a beaucoup frappé, c'est pas possible, quoi. Lui aussi faisait beaucoup de manifs de gilets jaunes, c'était pas sa première, hein, mais c'était en février. Mais avant ça, lui il me disait, avant, franchement, je faisais mon foot, ma copine, je m'intéressais à rien. Franchement, ça m'a vraiment changé, ce mouvement. Voilà. Lui, il était très content. Après, quand il a eu sa prothèse, il n'arrêtait pas de parler de ça. C'était vraiment pour lui une reconstruction. Et enfin, j'ai rencontré Ayane, qui a 50 ans, de grands enfants. Qui était délégué syndical dans son entreprise. Je crois qu'il était chez Sanofi. Ils ont été bien avec lui d'ailleurs, et technicien. Voilà. Et du coup, lui, c'était assez dur au niveau de... Il n'avait jamais eu un arrêt de travail. Il était vraiment très fier d'être un bon travailleur. Tout ça, c'est... Donc ces 5 personnes-là manifestaient souvent, vraiment souvent, pour la première fois. À part Ayane, qui est vraiment... qui était délégué syndical, qui avait l'habitude de manifester, comme il disait, mais d'habitude ça se passe bien à Tours, on est là, c'est tranquille, là c'était vraiment tranquille. Et tout à coup, ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes, tout à coup, ok, il y a une ou deux lacrymos qu'on accepte, là-dessus on pourrait en reparler, mais tout à coup ça part en vrille. Et on se retrouve à prendre sur la tête, dans ceux qu'ils ont pris sur la tête, ou en général ce qu'ils ont fait aussi, c'est que je vous mets au défi, s'il y a quelque chose qui vous arrive sur la tête, de ne pas vous dire, voilà, merci, je vous le renvoie. Et là, du coup, vous vouliez agresser les forces de l'ordre, notamment Ayane. Et du coup, ce qu'ils ont pris sur le voilà, en général, ils l'ont repoussé. C'est une grenade GLIF-4, c'est-à-dire c'est assourdissant, une grenade assourdissante, classée comme ça, bourrée de TNT, qui, quand elle explose, fait en effet un bruit assourdissant, ce qu'on appelle le désencerclement aussi, et qui envoie des éclats, en plus très sympathiques. Donc Gabriel avait encore des points noirs, là, comme ça, il y en a régulièrement qui ressortent, et qui en ont mis partout, d'ailleurs, chez son cousin, tout ça. Ils ont pris ça dans la tête. Alors du coup, ils m'ont raconté tout ça, parce qu'ils n'ont pas pris que dans la main, après, avec en effet la question de... On est opéré. Alors là, oui, sur le système de santé, ça fait aussi assez peur. C'est tout ce qui se passe après. Moi, je voulais qu'ils me racontent que ce n'était pas juste un fait divers comme ça, c'est aussi qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi ces vies-là. Ce qui est intéressant, je vous le fais court, sinon vous pouvez toujours en effet lire mon livre où je raconte qui ils sont, pourquoi ils sont là, quel est ce jour-là qui bascule, et après tout ce qui se passe. L'opération première, alors en effet avec des soignants qui ne pensaient pas faire une opération de ce type-là, en effet, parce qu'on n'est quand même pas en guerre. Or, cette grenade est classée arme de guerre, et la France est le seul pays à s'en servir contre sa propre population. Voilà. Ce qui dit bien en effet le rapport entre la Macronie et sa propre population en termes d'extranéité. Ensuite, il y a eu tout un... Là, je trouve ça intéressant, c'est qu'après, tous ces messieurs ont eu droit à de la rééducation, avec des fois un taxi qui vient les chercher toute la journée, qui les ramène le soir pendant 2-3 mois. Et très intéressante rééducation pour arriver après à manipuler la prothèse. Et puis aussi une rééducation psychologique qui prend des années, pour accepter de faire le deuil de sa main. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est... En fait, quand on dit des fois l'État est méchant, l'État policier, oui, mais il y a aussi ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État. Et ce qui est horrible, c'est que ça nous coûte horriblement cher, ces histoires, parce qu'en fait, on a payé à tous les mutilés, et il y a eu énormément de mutilés, il y en a eu 350, je ne sais pas vraiment caractériser. David Dufresne a fait le décompte, et en plus des choses, des fois il suffit de faire un flashball, et pendant des années, on est traumatisé, on a des problèmes. Voilà. Là, c'était vraiment les mains coupées, c'était vraiment très Arabie Saoudite, donc moi, ça m'a beaucoup frappé, mais il y a énormément de problèmes comme ça, qui demandent beaucoup de rééducation, une prothèse, etc.,
Et la prothèse, donc, sauf pour Gabriel, qui a accumulé les injustices, est donnée par la sécurité sociale, et tant mieux. Mais en fait, ça coûte quand même très cher. Donc moi, la question que j'ai eue après en les écoutant, je leur ai demandé comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça. Voilà. Alors, comme souvent, les choses ne sont pas forcément très formulées. Pourquoi on est allé manifester? C'était parce que c'est pas juste, en fait, notamment voilà, l'ISF, et parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Et la manif était souvent des choses vraiment chouettes, avec les ronds-points. En fait, on était bien entre nous. Voilà. Et c'était ça qui était valorisé. Avec des fois, on vient avec mon petit frère, je suis venue avec les enfants. C'était vraiment un grand moment pour ça. Et du coup, là, quand on leur balance une grenade dessus, ils n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. D'ailleurs, les descendants, ils n'ont pas vu. Gabriel, notamment, il n'a pas vu d'où venait la grenade. D'ailleurs, c'est vrai que le flic, après, a dit qu'il avait lancé du mauvais côté. Ce n'était pas là où il fallait le lancer. Et du coup, il y a la question de pourquoi on envoie ces grenades-là. Et là, du coup, moi, j'ai un peu cherché. J'ai vu que Castaner, à l'époque, avait dit mais on lancera ces grenades jusqu'à épuisement des stocks. Parce qu'en fait, on commande à une entreprise qui s'appelle Alcetex ces grenades, qui sont au fond de la même famille que celle qui a tué Vital Michalon dans les années 70 contre Super Phoenix. Et d'ailleurs, Vital Michalon n'a jamais été reconnu comme victime de l'État. Donc en fait, si les flics ont ces grenades, moi je suis arrivée à la conclusion, mais le livre ne fait que donner la parole à ces gilets jaunes, parce que je trouvais que nous, les bourgeois de centre-ville, les intellos, on avait assez parlé, et maintenant on a repris, mais je voulais les écouter, qu'eux ils parlent. Et du coup, le bouquin, vraiment, c'est 100% leurs phrases à eux, et moi j'ai monté, comme ça fait un portrait kaléidoscopique de qu'est-ce qu'un gilet jaune qui subit une telle violence. Voilà. Et du coup, le récit est comme ça, c'est pas 5 témoignages, c'est un seul. Voilà. Mais c'est que leurs mots à eux. Voilà. Bon, évidemment, je donne mon point de vue à la fin, parce que quand même, mon éditeur voulait que mon nom soit sur le livre. Du coup, à la fin, je parle un petit peu. Mais la question, c'est que si, politiquement, pour revenir à Madame la députée, on fait des lois qui, à un moment donné, à l'Assemblée nationale, qui disent voilà comment nous allons armer nos policiers. Et donc on peut aussi faire des lois qui disent on va désarmer nos policiers. Parce qu'après, la question juridique est arrivée, parce que souvent, donc, un gilet jaune comme ça qui est démembré, qui est mutilé, ça a une répercussion. Enfin, la grenade explose sur lui, mais sur toute la famille, sur tout le village, sur tout le rond-point. Et donc, à Yann, notamment, à l'hôpital, ils ont dit écoutez, si vous n'êtes pas dans votre chambre, vous rentrez chez vous, parce qu'il y avait tellement de visites, avec 45 visites par jour, il était tout le temps en bas dans le hall de l'hôpital. Voilà. Et donc, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant dans le quartier. Et là, c'est difficile pour beaucoup aussi d'être plus que l'handicapé, alors qu'avant, on était le père de famille, l'ouvrier. Il faut se redéfinir une identité. Mais en tant que tel, moi, je ne pense pas qu'il y ait de violence individuelle dans la société en général. Je veux dire, la violence conjugale n'est pas une violence de personne, c'est une violence. Quelle violence génère notre société? Si on arme les flics avec des armes de guerre, des flashballs, on a beau dire oui, il faut faire telle procédure pour s'en servir, il va faire tel stock, on ne peut pas. Non, si les gens sont surarmés, ça fera ce genre de mutilation. Donc, avant de dire il faut éduquer mieux la police, moi je ne suis pas, et toujours pas contre la police d'ailleurs, par ailleurs, il faut faire une désescalade. Et ça, c'est difficile parce que depuis, Castaner s'inscrit dans une logique de l'armement, le surarmement de la police. Donc, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais je sais que ça vient, que Castaner ne fait que continuer Manuel Valls, qui continue Sarkozy, qui continue Pasqua, à la rigueur. Et donc ça, c'est une branche que prend l'État français, la main droite de l'État, mais que nous devons couper. Voilà, pour le coup, c'est celle-là que nous devons couper et arriver. Et c'est difficile, parce que quand on prend et c'est ça politiquement, comment on fait pour baisser le niveau de tension? Voilà. Et je dis ça aussi, baisser le niveau de violence et désarmer, enlever, en fait, la surviolence à laquelle les policiers sont amenés, et même ça pose des questions aussi sur les gilets jaunes sont-ils prêts, et je vais finir là-dessus, à recommencer, sachant que là, vraiment, la politique, enfin, la stratégie, c'est mutiler quelques-uns pour terroriser beaucoup. Voilà. Et ça marche en grande partie. Beaucoup de gens disaient, mais moi, je suis, je sais pas, professeur de volleyball, je ne peux pas me permettre de prendre le risque de perdre ma main, mon pied, mon genou. Et donc, c'est toute la question là d'arriver, comment fait-on pour faire baisser le niveau de violence, tout en sachant que, en effet, les manifestations ont besoin d'encadrement. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Heureusement, à la LFI, le débat sur la police est extrêmement sérieux. Même le journal Le Monde l'avait reconnu. Mais je sais ce qu'il ne faut pas romantiser. Et voilà.
Il ne faut pas romantiser la violence non plus en nous. Je sais qu'il y avait... Alors, tous ces 5 garçons n'ont absolument rien fait pour mériter ça. Alors, vraiment, il faut le redire, ce sont des gens qui sont des victimes et dont le combat principal aujourd'hui est de se faire reconnaître comme victime. Et ça semble idiot, hein, on le voit des fois sur la violence sexiste. Mais juste, ils aimeraient qu'on leur dise oui, vous êtes victime de la police. Et ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas parce que vous l'avez renvoyé. Ce n'est pas parce que vous avez une cagoule noire à ce jour-là, par exemple. Voilà. Ce n'est pas votre faute. La question, c'est qu'en effet, moi, j'ai trouvé très beau en les écoutant et en voyant leur vie, c'est que le mouvement des Gilets jaunes les avait agrégés. Voilà. Et d'ailleurs, les 5 portraits que je vous ai fait très rapides, c'est ces 5 milieux de classe populaire qui 5 âges. Voilà. Heureusement, il n'y a pas de femmes, on va dire, ça aurait été pire symboliquement, mais ça aurait pu très bien tomber sur une femme. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment sur Madame la mère de Gabriel, ça s'est joué à très très peu, et n'importe qui renvoie une grenade. Voilà. C'était pas. Mais en tant que tel, ils ont été démembrés. Et une fois que ça leur est arrivé, ils sont rentrés à l'hôpital, ils sont rentrés en rééducation, ils sont rentrés en dépression souvent, et c'est normal, c'est même une phase normale. Et le but de l'État, c'est ça, c'est que ceux qui s'agrègent en fait contre lui ou contre rien des fois, mais qui vivent quelque chose ensemble, vivre quelque chose ensemble. En fait, en faisant ça, on les réassigne à une blessure personnelle, individuelle, terrifiante. Et les autres gilets jaunes disent oh, j'ai eu de la chance, moi c'est pas tombé sur moi, mais du coup je fais attention. Et on démembre. Et tout l'intérêt d'une mobilisation sociale, c'est qu'on soit ensemble. Voilà. Après, au niveau de est-ce qu'on peut continuer comment faire pour reprendre? Comment faire pour faire baisser le niveau de tension? Je ne sais pas. En tout cas, en effet, dès le mois de décembre, Didier Lallemand, qui avait mutilé beaucoup de gens, a été nommé préfet de Paris à ce moment-là. Donc le message était très clair. Donc je crois qu'on s'est débarrassé, grâce au football, de Didier Lallemand, finalement, récemment. Mais en tout cas, voilà, on sait très bien qu'on voit ce qu'il a fait à Bordeaux. Je sais parce qu'à Lyon, par exemple, on ne va pas remercier la police parce qu'il n'y a pas de mutilation abominable à Lyon. Mais à Bordeaux, c'était particulièrement sanglant. Et 2 mois après, il était nommé préfet de Paris, ce monsieur Lallemand. Donc le message de l'État, en effet, c'était ça. Voilà. Moi, en tout cas, j'étais très touchée en recueillant ces 5 témoignages. Et j'ai trouvé que ça donnait une idée de ce que nous vivions tous. Ou parce qu'on connaîtra quelqu'un qui a été victime de flashball, voilà, comme toi, Alma, ou parce qu'en fait, on vit sur cette menace-là, et cette menace est faite dans un certain but politique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie les membres de la France Insoumise de m'avoir invité. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Maxime Kijou, je suis sociologue. Je travaille sur les sociétés coopératives et sur le syndicalisme. Alors, au moment où le mouvement des Gilets jaunes a explosé, comme tout le monde, j'ai été interpellé à la fois par sa fulgurance et son originalité. Très vite aussi, comme nombre de mes collègues, j'ai tenté d'apporter un éclairage sur ce phénomène à l'occasion d'un article rédigé avec mon collègue Guillaume Gourgue. Plus que la question de la ruralité, de la mobilisation des classes populaires ou de l'émergence de nouvelles formes de conflictualité sociale, les Gilets jaunes nous sont apparus surtout comme un incroyable symptôme du monde du travail. Dans la bouche de beaucoup d'entre elles et d'entre eux, la hausse des carburants constituait une atteinte très grave à leur mobilité dans le cadre de leur vie professionnelle, mais aussi et surtout de leur vie professionnelle. D'ailleurs, la revendication d'une hausse du SMIC est très vite apparue, avant que des revendications plus institutionnelles, avec le RIC, ne viennent s'ajouter à ces revendications matérielles. Mais plus qu'un symptôme des difficultés du monde du travail, c'est surtout celui de la crise que connaît le syndicalisme français depuis 40 ans en France qui nous a sauté aux yeux. En quelques semaines, les Gilets jaunes réussissaient à engager un rapport de force avec le gouvernement sur des problématiques majeures des organisations syndicales qu'elles-mêmes ne parvenaient pas, et ne parviennent toujours pas d'ailleurs, à mettre en place depuis tant d'années. L'émergence des Gilets jaunes nous apparaissait comme un substitut des luttes du travail que le monde syndical n'était plus en mesure de produire. Car depuis les années 70, les organisations syndicales se heurtent à toute une série d'obstacles qui les ont considérablement affaiblies. Avec moins de 10% en moyenne de la population salariale syndiquée, la France est le pays qui a connu le déclin le plus rapide de toute la zone de l'OCDE. La genèse de cet effondrement est désormais bien connue. Une disparition des bastions ouvriers, hausse du chômage, précarisation de l'emploi, tertiarisation de l'activité, etc.
Mais à ces transformations majeures de l'économie est venue s'ajouter une complexification substantielle du travail de représentation syndicale ou du personnel. Depuis une dizaine d'années, le monde syndical rencontre une série de bouleversements qui l'emportent dans une course effrénée à l'adaptation de nouveaux dispositifs de régulation du travail et de l'emploi. Loi de représentativité syndicale en 2008, loi Rebsamen en 2015, loi travail en 2016, ordonnance Macron en 2017, les syndicats passent désormais une partie substantielle de leur temps à s'adapter à un cadre normatif qui n'a de cesse de réduire leur marge de manœuvre. Les élus du personnel doivent désormais siéger dans un nombre croissant d'instances dans et hors de l'entreprise. Or, cette situation pousse les militants syndicaux à intensifier leur formation, les éloignant géographiquement, donc dans les entreprises, et socialement de leurs camarades, de leurs collègues, des bases qu'ils sont censés représenter. Désormais, le pouvoir syndical est morcelé à la faveur de la négociation d'entreprise qui met en concurrence les salariés entre eux. Depuis son arrivée au pouvoir, Macron n'a fait qu'exacerber cette déconnexion par la mise en place des comités socio-économiques, les CSE, qui prévoient de transformer les syndicalistes en managers sociaux. Le mouvement des Gilets jaunes met donc bien en lumière ici un symptôme de ces différentes transformations du syndicalisme. Sous l'effet de la professionnalisation du travail syndical, les responsables syndicaux semblent désormais en décalage par rapport à des aspirations pourtant proches du cœur de leur travail revendicatif, défendues par nombre de travailleurs pauvres, de retraités modestes ou de jeunes intérimaires qui composent les rangs des Gilets jaunes. Les directions syndicales ont toujours semblé distantes ou à contretemps de ce mouvement. Les soupçonnant de connivence avec l'extrême droite, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières déclarations de Philippe Martinez ou de Laurent Berger, les dirigeants syndicaux ont eu aussi du mal à cerner la spontanéité des revendications initiales. Dans un entretien à la Nouvelle Revue du Travail, la secrétaire générale de l'UD du 92 explique ainsi, je la cite, qu'un certain nombre de revendications pour nous, syndicalistes, ne collaient pas du tout, notamment les revendications anti-taxes. La contestation des taxes sur les carburants nous posait un gros problème, parce que fondamentalement, on n'est pas contre l'impôt. On est pour l'impôt juste, pour une redistribution des richesses. Donc on n'était pas du tout sur ces bases-là. Même si, on l'a bien vu, les Gilets jaunes ont rapidement appelé au retour de l'ISF, par exemple. Plus globalement, c'est une forme d'absence de plasticité politique qui a manqué aussi à ces syndicalistes. Nous, on veut bien converger, mais avec nos revendications et aussi construire un contenu revendicatif commun. On refuse de se fondre dans un mouvement qui, en quelque sorte, veut nous absorber ou nous contrôler, déclare cette même responsable. Le sociologue Raphaël Chalier souligne très bien ce phénomène à partir de son terrain lorrain. Il explique, je le cite, « Pour occuper le rond-point, il faut accepter de cohabiter concrètement avec des gens de sensibilité politique éloignée ou qui ne revendiquent pas leur affiliation politique. Parce que la première contrainte pratique à régler, c'est la coexistence pacifiée au sein des Gilets jaunes. Or, généralement, les militants de partis ou de syndicats ne font pas ça. C'est impossible à envisager pour eux. Les militants, en temps normal, refusent de se mélanger et de cohabiter avec des gens qui seraient alors opposés dans le champ de la compétition partisane. Paradoxalement, ce propos syndical de cette responsable syndicale de l'UD du 92 pourrait tout à fait être attribué à un gilet jaune. Car cette méfiance d'une partie du monde syndical, souvent la plus urbaine et la plus élevée socialement, a été alimentée par les contacts souvent frileux, voire difficiles, que certains syndicalistes ont eu à leur arrivée sur les ronds-points. Déjà, le mode principal de lutte syndicale, la grève, a très vite été exclue. Elle représente un coût économique que beaucoup de gilets jaunes ne peuvent se permettre, raison pour laquelle d'ailleurs nombre d'entre eux ont préféré manifester les samedis. Je crois que le premier exposé l'a très bien montré. Toutes les enquêtes montrent qu'on a affaire en effet à des populations souvent paupérisées. Pour le collectif Quantité Critique, par exemple, je cite, 89% des gilets jaunes déclarent ainsi avoir du mal à finir le mois. Le même collectif montre qu'il existe tout un tas de raisons sociologiques qui expliquent plus largement ce désamour avec le monde syndical. Les gilets jaunes travaillent plus souvent que la moyenne dans des TPE, ont souvent des postes dévalorisés et déclarent entretenir des relations cordiales avec leur employeur. Comme le souligne la sociologue Sylvie Montchâtre, je la cite, les lignes de clivage selon eux se situent moins entre salariés et employeurs qu'entre les entreprises elles-mêmes. Ils considèrent que les grandes sont structurées pour faire du profit et se dérober à leurs responsabilités sociales et fiscales en toute impunité, tandis que les petites entreprises sont exploitées par ce système économique qui ne leur laisse aucune marge de manœuvre. Ce qui fait dire de façon très pertinente aux auteurs de Quantité Critique que, je cite, « l'action syndicale que vise à instaurer un rapport de force au sein même de l'entreprise semble donc bien peu pertinente aux yeux de ces salariés gilets jaunes ».
Il précise toujours, d'ailleurs, ces auteurs, que 81% des Gilets jaunes interrogés n'ont jamais été membres d'un quelconque parti ou syndicat. Pour la plupart d'entre eux, des Gilets jaunes, leur rapport au syndicat est marqué par une forte ambivalence. Tiraillé entre la demande et la défiance de défense syndicale, ce rapport s'apparente davantage à un espoir déçu qu'à un rejet en bloc. Perçu comme d'éventuels facteurs de division, l'étiquetage syndical, tout comme politique, s'est effacé derrière les injonctions à l'unité. Mais il est possible et nécessaire de ne pas s'arrêter à cette apparente opposition entre Gilets jaunes et monde syndical. Le mouvement des Gilets jaunes, comme celui du monde syndical, sont deux univers extrêmement composites qui ont permis également d'importantes jonctions et d'influences réciproques. En ce sens, les oppositions formelles de départ ont souvent cédé la place à des formes de continuum entre ces différents univers qui en font finalement des espaces de lutte très complémentaires. Si les premiers temps ont été hésitants, un certain nombre de syndicalistes ont fini par rejoindre les rangs des Gilets jaunes. Comme le rappelle d'ailleurs toujours le collectif Quantité Critique, beaucoup de Gilets jaunes ont cherché à différencier les directions syndicales des militants de base. Des moyens ont été mis à leur disposition par certains syndicats, comme la Bourse du Travail à Paris par exemple. D'autres syndicats ou syndicalistes ont saisi le tribunal administratif pour faire interdire l'usage du LBD. D'ailleurs, certaines enquêtes ont montré que près d'un tiers des Gilets jaunes avaient été adhérents d'une organisation syndicale, beaucoup plus donc finalement que l'enquête de Quantité Critique, s'expliquant probablement par les stratégies de discrétion des militants face à un mouvement qui se revendiquait profondément apolitique. Le sociologue Raphaël Chalier montre ainsi que les Gilets jaunes de grandes zones urbaines de Lorraine sont dominés par des militants souvent professionnels, syndicaux ou politiques. En ce sens, si peu d'enquêtes l'ont mis en lumière, les connaissances pratiques du militantisme syndical, lien avec les institutions, rédaction de communiqués, travail organisationnel, etc., ont probablement contribué à structurer certaines luttes. A l'inverse, on retrouve beaucoup de syndicalisme dans les mots d'ordre et les méthodes de lutte qui ont parfois largement débordé le ronron des pratiques syndicales. La plupart des recherches ont bien montré que l'organisation de la lutte sur les ronds-points avait été rendue possible par la mobilisation d'un ensemble de savoir-faire tirés de leur univers professionnel. Le politiste Olivier Filleul précise, par exemple, dans ses tâches diverses, les personnes mobilisent tant des savoirs professionnels qu'un sens de la débrouille, qui atteste bien que, dans ces segments de classe, la valeur travail a du sens, qui plus est dans un univers frappé par le chômage de masse, et où les arts de faire se déploient souvent en marge du travail salarié, dans des activités informelles qui apportent au quotidien à la fois un complément de ressources matérielles, comme le précisait bien Pierre, et une estime de soi. Certains syndicalistes et intellectuels ont surtout rappelé que les Gilets jaunes n'ont ni plus ni moins retrouvé les modes de lutte historiques du mouvement ouvrier et plus précisément du syndicalisme révolutionnaire. À juste titre, Samuel Hayat a bien rappelé qu'on retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes les mêmes mécanismes d'économie morale soulignés par l'historien Edward Thompson pour parler des jacqueries au XVIIe siècle en Angleterre. D'un point de vue sociologique, il existe d'ailleurs une grande proximité entre la composante du mouvement ouvrier du XIXe qui formeront les premiers syndicats et les Gilets jaunes. Petits indépendants propriétaires de leur outil de travail, auto-entrepreneurs, salariés, personnes en recherche d'emploi ou exclus du marché de l'emploi et de manière permanente, principalement du secteur marchand. Le politiste Zakaria Bendali rapporte des anecdotes révélatrices à cet égard. Je le cite, « Les seuls syndicalistes que j'ai croisés et qui étaient là en tant que syndicalistes, c'était à Lausière, où il y avait une personne qui travaillait en usine pour une multinationale agroalimentaire qui s'apprêtait à ce moment-là à fermer son site dans la région et qui disait « Nous, on est venus sur le rond-point parce qu'il y a plus de monde ici que sur notre piquet de grève. Donc c'est là pour nous qu'on peut avoir un impact. » Bendali, je cite toujours Bendali, j'ai eu à peu près le même son de cloche avec un employé d'une autre entreprise très importante qui fabrique du matériel agricole. Cet homme-là, qui était militant aussi au syndicat de son entreprise, faisait la même réflexion. Il avait vu les effectifs de son syndicat s'effondrer au fil des années et il en avait conclu que l'action collective et les luttes syndicales, c'était un peu fini dans la région. Or, il était très étonné de voir tous ces gens sur le rond-point et presque sur le ton de l'humour, il disait « Je me demandais où étaient passés tous les syndicalistes. Ben les voilà en fait. » Le mouvement des Gilets jaunes a immédiatement été suivi par un mouvement social d'ampleur. La grève qui démarre en décembre 2019 contre une énième réforme des retraites a été l'un des conflits sociaux les plus suivis de la dernière décennie. Loin d'entrer en conflit avec les Gilets jaunes, la grève a été plutôt de mise entre ces derniers et les syndicalistes. Les Gilets jaunes ont souvent répondu à l'appel des manifestations, comme lors du 1er mai 2019, et participé à des occupations d'entreprises. Le sociologue David Gaborio, qui travaille sur les ouvriers d'entrepôt,
a bien montré la forte continuité des mots d'ordre et des pratiques issues des Gilets jaunes apparues à l'occasion de nombreux conflits sociaux parmi ces groupes de travailleurs. On pourrait croire que le Covid a mis un frein à cette dynamique de conflit social. Tout le monde qu'il n'en est rien, bien au contraire. Une étude qu'on mène actuellement à Decathlon avec mon collègue Karel Lyon révèle ainsi que cette période a été source significative de onces de conflits et de structuration d'un syndicalisme contestataire. Depuis un an, sur fond d'inflation galopante, les grèves se multiplient sur tout le territoire, comme si finalement l'intensité du conflit social était moins affaire d'existence que d'éclairage. En définitive, on pourrait même se demander si les Gilets jaunes ne sont pas une extension sociologique et politique du syndicalisme hors de l'entreprise. Sociologique car elle cible des populations souvent plus rurales et plus précaires, travaillant souvent dans des structures plus petites et moins syndiquées. Politique car les Gilets jaunes portent des revendications sur les conditions d'existence et d'accès à des emplois dignes qui s'inscrivent dans la continuité de la question des rémunérations et des conditions de travail propres au milieu syndical. Alors pour conclure, et tenter de répondre à la question de la conférence « Est-ce que les Gilets jaunes peuvent revenir ?», je dirais que les Gilets jaunes ont constitué une formidable dynamique pour remettre au cœur du débat des préoccupations finalement profondément syndicales. Ils ont permis de rappeler que le travail n'est pas simplement une question technique laissée à la merci de professionnels de la négociation et limitée aux portes de l'entreprise. Ils ont permis, d'une certaine façon, de sortir du morcellement des luttes en renationalisant des enjeux matériels de premier ordre. Dans une séquence historique marquée par des mouvements sociaux à répétition aux effets souvent limités, les Gilets jaunes ont permis d'insuffler un nouveau souffle aux problématiques sur les conditions d'existence et sur la centralité du travail, qui plus est par des personnes éloignées des girons syndicaux. Par conséquent, si les sociologues ne savent pas lire dans les boules de cristal, l'apparition de ce nouveau entre guillemets, mouvement social aux préoccupations pourtant bien matérialistes ne peuvent que contribuer à régénérer la question sociale et avec elle l'existence de la vie syndicale. Je vous remercie.